Ils courent, les Français, par tous les temps, pluie, chaleur, vent et sur tous les terrains. Campagne, forêt et ville. Près de 10 millions de Français pratiquent la course à pied. C'est même devenu le 3e sport le plus pratiqué chez nous. Alors pourquoi un tel succès? Dans l'équipe d'envoyé spécial, c'est Guillaume Cahour qui a enfilé ses chaussures de jogging pour suivre tous ces runners, comme on les appelle, et comprendre ce qu'ils ont dans la tête et dans les jambes. Et après quelques courses et un marathon, eh bien, il sort ensuite sur notre plateau avec Françoise. Posté face à un immeuble de bureaux parisien, nous allons observer un curieux phénomène. Il se produit un peu partout en France à l'heure du déjeuner. Il est midi pile. C'est bon les filles, on est prêtes? Allez, c'est parti. 5 femmes s'échappent de leur travail. Vêtues de tenues de sport aux couleurs fluo, elles s'élancent sur le bitume. Elles courent. Tu vas où dans le sud? Il y aura beaucoup plus de monde dans le parc. Ah, c'est joli là-bas. Du coup, demain... Courir entre collègues. Au début, Catherine a un peu hésité. La première fois de me dire aller courir avec mes collègues, ça m'a fait un peu bizarre. Sortir de la salle de sport avec la tenue de sport le midi et aller courir, je me suis dit on va nous regarder. Enfin, ça... C'est vrai qu'il y a 10 ans, on n'y aurait pas pensé parce qu'on se serait dit les collègues vont nous regarder comme des bêtes curieuses. Oui. Tu viens pas manger avec nous, tu vas quoi, courir? Dans ce parc, elle croise des salariés des entreprises voisines. Le footing du dimanche était ringard, le running du midi est branché. Couche les filles. En arrivant dans ce bureau il y a 1 an, Je suis prête. Catherine a eu le déclic de la course à pied grâce à ce vestiaire et à ses douches. Si j'avais pas les douches ici, enfin, au sein de l'entreprise, je pense que je ferais pas de sport. Parmi les nouveaux adeptes de la course, il y a beaucoup de femmes comme Catherine. Elle a un travail prenant dans la finance, 3 enfants, 2 heures de trajet par jour. La course est devenue son exutoire. La course à pied, ça représente un moment de détente, un moment de courir, mais pas courir pour mettre les enfants à l'école, pour aller travailler. C'est le moment où moi j'ai envie de courir et pas où je suis obligée de courir. C'est vraiment la différence. C'est moi qui prends le temps de le faire. Je dirais pas que c'est une drogue, mais j'ai besoin de ce moment pour aller me défouler. Si j'ai pas ça, ça fait comme un manque. Catherine et 10 millions de Français se sont-ils récemment convertis à la course à pied? Pourquoi ce sport est-il si addictif? Nous avons parcouru une centaine de kilomètres aux côtés de ces nouveaux passionnés du running. Trois fois par semaine, Johan vient se ressourcer en bord de Loire, près d'Orléans. À 30 ans, ce sport l'a aidé à surmonter une épreuve de la vie. En fait, c'est déception amoureuse, donc fin d'une liaison, donc, forcément on a besoin un petit peu de sortir, faire le point un petit peu, de relativiser les choses et on passe plus vite à autre chose après comme ça. C'est la course à pied, c'est un petit peu curatif en fait, ouais. On se sent bien, on se ressent un peu sur soi-même, donc forcément on se dit on va y aller. C'est un peu dur quand on court, mais après ça ira mieux après, donc ça fait un petit peu un parallèle avec ce qui peut se passer dans la vie, quoi. Aujourd'hui, Johan se sent mieux dans ses baskets. Jeune créateur d'entreprise, en courant, il se forge un mental d'acier. C'est le défi. D'abord des petites courses, et maintenant cet objectif qu'il n'aurait jamais envisagé il y a quelques mois. C'est que du coup, je vais faire mon premier marathon. La première fois, je ferai 42 km 195. J'ai jamais fait cette distance-là, ni couru autant. Donc un nouveau défi que je me lance pour prendre du plaisir avec la course. En 18 mois, la course à pied a investi la moitié de son placard. Au début, ce n'était qu'un sport facile, pas d'horaire ni de terrain à réserver, et économique. Hop. Et voilà, une première paire de chaussures en fait. 70 € pour débuter. Mais finalement, sa nouvelle passion commence à lui coûter cher. On doit avoir 40 € le maillot, 40 € les cuissardes. On a pour 160 € la montre avec le cardio frequence mètre qui est déjà sous le maillot. Les boosters, c'est 30-35 € la paire, plus des chaussettes, plus les chaussures. Chaussettes, donc 5 €, les chaussures qui sont à 120 €. 600 € d'équipement en quelques mois. Sa dernière dépense, 40 €,
c'est pour le marathon, cette panoplie de produits énergétiques. Du coup, on en prendra un donc à 5 km, à 10, à 15, à 20, à 25, à 30, à 35 km, donc un petit coup de fouet. Et juste avant de finir, donc un raid tonique pour la dernière ligne droite pour pouvoir booster un peu plus. De quoi tenir 42 km 195. Le marathon, c'est le Graal pour tout coureur. Alors, comme on révise le bac, Johan se prépare très studieusement. Donc, départ de Royan sur le front de mer, ensuite on rejoint la commune de Vaux-sur-Mer, Saint-Palais-sur-Mer. Durant 10 semaines, il a suivi à la lettre ce plan d'entraînement. Et pour faire le plein d'énergie, ce que vous faites là, je vais peser l'impression de pâte que je dois prendre. Depuis 15 jours, il s'astreint à un menu de sportif de haut niveau. Il vous faut quelle dose? 100 grammes de pâte. Donc il y a quoi alors dans vos menus de fête? Dans le menu de fête, on va avoir donc le petit déjeuner, on va avoir 70 grammes de flocons d'avoine à chaque fois, avec un laitier sucré, une portion de fruits, donc soit un kiwi pamplemousse, un étage avec. Très rigoureux, Johan. Un marathon, il le sait, est traumatisant pour le corps. C'est un grand saut vers un petit inconnu. Après, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Se trouve au 10e, je me tords la cheville, on n'est pas à l'abri d'une blessure ou quelque chose. 8 heures, nous le retrouverons à Royan, sur la ligne de départ. Pour rassasier les Français, il existe 68 marathons sur l'Hexagone. Il y a aussi 7000 autres courses de toutes distances, en ville, à la campagne, en montagne, en bord de mer. De nouvelles épreuves apparaissent tous les ans. À Royan, c'est justement le premier marathon. La veille du départ, il faut une bonne dose de motivation pour préparer la course. Et là, il n'a pas pu, il n'est pas tombé une goutte de flotte depuis 3 semaines. On a 2 jours. Bah. Pour le platin, tu as une quinzaine de panneaux à installer. Le chef d'orchestre, c'est Jean-Pierre Dumont, retraité de l'industrie et coureur passionné. D'accord, mais le Tivoli, il reste là. Il n'a que quelques heures pour monter le village de départ. 1200 participants sont attendus. Ça, c'est le pain de mie, d'accord. Jean-Pierre a dû trouver de quoi les ravitailler tous les 5 km. Et tout ça, vous l'avez acheté? Non, ça, ce sont des ravitaillements qui ont été offerts par un sponsor. Ça, c'est vraiment un phénomène nouveau pour moi, que je n'ai pas connu du tout dans mes 20 années de bénévolat dans le football, où il fallait galérer pour aller chercher de l'argent pour faire vivre l'association. Là, vraiment, non, on a eu un accueil extraordinaire. Comment vous l'expliquez? Là, on est vraiment dans le sport pour le sport. Voilà. Monsieur, bonjour. Des valeurs simples, positives, dans un monde en crise. À Royan, elles sont partagées par tous les membres de l'organisation. Mais qui sont ces 376 personnes qui s'affairent sous la pluie? Et vous-même, vous êtes salarié de l'organisation? Ah non, il n'y a pas de salariés, il n'y a que des bénévoles. Hein, de toute façon. Mais pourquoi est-ce que vous faites tout ça? Parce qu'on aime ça, nous on est même, nous-mêmes la plupart, 80% sont des participants à d'autres courses. Et donc de temps en temps, je crois qu'il faut renvoyer un petit peu l'ascenseur. Le succès du running repose notamment sur ces passionnés qui se font courir les uns les autres à travers la France. Dans quelques heures, ce sera l'aboutissement de 6 mois de travail. Le lendemain matin, Johan est dans les starting blocks. Ouais! Vous pouvez vous applaudir, car vous le méritez! Allez! Et ça réchauffe! Pas de pluie, un peu de vent, climat idéal pour courir. Et Jean-Pierre est sur son petit nuage. Ouais, ça me prend les tripes là. Mais bon, c'est bien, hein, il faut de temps en temps. Hein. Ouais, je suis ému. Ouais. J'ai pas l'habitude de cacher mes émotions, mais bon. C'est bien. Je pense à tout le monde, là, à tous les gens qui ont bossé. Je veux tellement que ça soit réussi. Johan va-t-il prendre du plaisir? Va-t-il boucler la course en 4 heures, sans blessure, comme il l'espère? Au bout de sa perche, sa caméra personnelle pour immortaliser ce qui sera, peut-être, son exploit. Aux lèvres,
Johan savoure le paysage et reste fidèle à lui-même, studieux et appliqué. Alors on y est, là, on a dit 5, c'est bon là. 3e kilomètre, c'est bon. Il contrôle sans cesse sa vitesse avec sa montre GPS. Et à 5 km précisément, il avale son premier gel énergétique. Ça fait du bien. Johan se délecte des premiers kilomètres. Il bavarde. Vous êtes d'où? De Poitiers. Poitiers, d'accord. Et vous? Orléans. D'accord. Bonne course. Merci. Il plaisante. Bon courage, bonne course. Ce soir, les huîtres, une bonne bière, un coup de pinot, ça sera très bien. On vient aussi là pour faire des rencontres humaines aussi un petit peu, donc pour discuter avec les gens. Et Georges, bonjour monsieur. Vous allez bien? Ça va. Vous nous suivez hein? Merci. 10e kilomètre. Johan s'attaque à la première côte, réputée coriace. Allez, allez, allez. On s'accroche. Courage. Attention à droite. Hop. Merci. Voilà, elle est faite. C'est bon, nous. Pour le moment, rien ne l'effraie. Un peu fatigué. Impeccable. À ce rythme, Johan tiendra-t-il le coup sur les 32 km restants? Nous le retrouverons pour la suite de son marathon. Presque euphorique, son énergie nous surprend. En fait, c'est une particularité de ce sport. La course à pied provoquerait une sensation dont les coureurs ne pourraient plus se passer. C'est exactement ce que ressent Gwenaëlle. Elle s'est mise au running un peu par hasard, il y a 2 ans. Elle faisait du badminton et voulait gagner en endurance. J'ai commencé à courir un tout petit peu. Au début, j'avais du mal. Je faisais 20-25 minutes et je crachais mes poumons, vraiment. Et puis, ça vient petit à petit, quoi. Et maintenant, vous courez combien de fois par semaine alors? En moyenne, ça dépend des semaines, mais en moyenne, on va dire que je cours environ 2-3 fois par semaine. Ouais, c'est devenu une sorte d'addiction, là. Un petit besoin vital, ouais. Si je cours pas une semaine, je suis pas bien. Ah oui? Ah oui, oui, vraiment. Gwenaëlle accepte de se prêter à une expérience. Elle va noter sa sensation de bien-être de 1 à 20, avant et après le sport. Aujourd'hui, c'est 13, avant de se mettre à courir. Elle laisse ses pensées vagabonder. Casque sur les oreilles, elle court, au rythme de ses chansons préférées. Elle se vide la tête. C'est vraiment les 30 premières minutes qui sont vraiment les plus difficiles parce qu'il y a vraiment un réveil musculaire à faire. Donc il faut lancer la machine, il faut lancer le corps. Mais au-delà de 30 minutes, il y a vraiment un sentiment de bien-être, de plénitude, si on peut employer le mot. Du coup, on a un regain d'énergie et on peut partir pour vraiment des longues sorties, en fait, des longues distances. C'est-à-dire que là, vous ressentez du plaisir? Ah oui, oui, complètement. Ouais, complètement. Il y a vraiment une sensation de plaisir, on est serein, on est bien et oui, on prend plaisir à courir, oui. Sa sensation de bien-être a même progressé de 13 à 17. Voilà pourquoi la course est devenue, pour elle et des millions de coureurs, un besoin. Elle remplit la grille pendant 10 jours et curieusement, sa sensation de bien-être diminue après des séances de badminton. Quel est donc ce pouvoir si particulier du running? Le professeur Duclos est chef du service médecine du sport au CHU de Clermont-Ferrand. Les résultats de Gwenaëlle s'expliquent par la sécrétion d'une hormone dans son corps. Ce sentiment de bien-être, il est lié à la sécrétion de bêta-endorphine. Et ce qui va se traduire pour vous cliniquement par une sensation de bien-être, de relâchement et en fait ça va inhiber toutes les sensations désagréables et ne créer en fait que des sensations agréables. Lorsque l'on réalise un effort intense et prolongé, par exemple une quarantaine de minutes de running, le cerveau sécrète cette hormone, l'endorphine. Elle provoque une sensation de plaisir qui atténue la douleur. Pour l'organisme, c'est comme un signal, une récompense pour l'aider à réaliser cet effort. Et pourquoi effectivement je ne le ressens pas dans un sport comme le badminton? C'est ce que j'arrive à me demander, quoi. Dans le running, eh bien en fait, vous êtes libre. Vous êtes en milieu extérieur, contrairement au badminton. Vous n'avez aucune contrainte. Le badminton, il faut se concentrer pour mettre le volant dans un lieu. Voilà, c'est technique. Il ne faut pas que ça sorte du cadre. Donc, il faut être extrêmement concentré. Et donc, on sort crevé, mais frustré et très énervé. C'est exactement ça. Voilà. En jouant au badminton, Gwenaëlle sécrète aussi de l'endorphine. Mais dans son cerveau, une autre zone, le cortex, est très sollicitée. C'est le poste de commandement de son organisme. Il donne la priorité au match plutôt qu'au plaisir.
Et du coup, ça a un impact sur la sensation de bien-être? Ah oui, ça passe au-delà de la sensation de bien-être, parce que la sensation de contrôle va passer au-dessus de la sensation de bien-être. Dans le running, pas de terrain, pas d'équipe, pas d'adversaire, on relâche tout. On ne doit la réussite ou l'échec qu'à soi-même. Mais pour terminer une course, il faut dépasser ses limites. À Royan, nous avions laissé un primo-marathonien euphorique. La suite s'avère moins facile. 19e kilomètre sur 42. Nous retrouvons un Johan qui commence à souffrir. Petite douleur dans la hanche. Juste là, en fait, au niveau de la... Faut fessier un petit peu. De toute façon, je finirai. Quoi qu'il me coûte, je finirai de toute façon. Mais il lui reste encore 23 kilomètres. Sa foulée est moins franche, un peu déséquilibrée. Au fil du parcours, son visage se crispe, laisse apparaître une pointe d'inquiétude. 30e kilomètre, en descente, la douleur se propage. Ah, ça tape sur les jambes là, ça fait mal. Ah. Ça met des à-coups dans toute la jambe, les genoux, la hanche. 32e kilomètre. Johan n'arrive plus à courir. Oh. Cette putain de hanche. Ça fait très mal. Ça fait 20 ans que je me la traîne là. Il repart, essaye de penser à autre chose. Il se concentre sur son souffle. Il se raccroche à tout ce qui peut l'encourager. Le public, un orchestre. Résumons. 36 km dans les jambes. La douleur depuis plus d'1 heure. Il pleut des cordes, le vent souffle de face. Mais pourquoi Johan continue-t-il? Le plaisir, on le trouve dans l'accomplissement de la course, dans le dépassement de soi. Là, j'ai jamais couru autant, ni aussi long. Je suis à 3h45. J'ai jamais couru ça, ça fait déjà 1 heure que j'ai battu à plus longue distance, mon plus longtemps. Mais c'est du bonheur, on s'est préparé pendant 10 semaines pour ce moment-là. Johan est maintenant à 1 km d'une victoire sur lui-même, 1 km de l'arrivée. Il puise dans ses dernières réserves pour s'offrir un sprint. Regarde dans quel état de fraîcheur il arrive. Malgré la douleur, Johan Gérard. Il a quasiment réussi son pari. Premier marathon en 4h18. Chacun sa médaille. Comme le premier qui a terminé en 2h42, Johan repart avec sa médaille. Johan est son propre vainqueur et le héros du jour pour son entourage. Celle qui en pleure. Il savoure ce massage dont il rêvait depuis le 20e kilomètre. Il fait du bien là. Et repart sur ses 2 jambes. Chez les kinés, la tente déborde de courbatures, crampes et tendinites. Sport plaisir, le running est tout de même violent pour les articulations et les muscles, à commencer par le premier d'entre eux, le cœur. Face à l'engouement pour la course, certains cardiologues mettent en garde. Et on démarre, c'est parti, 8 km/h. À Bordeaux, le docteur Laurent Chevalier fait passer toutes les semaines des tests d'effort pour mesurer la résistance du cœur des sportifs. Allez, vous attaquez le palier de 12 km/h. Sur ces graphiques, il guette la moindre faiblesse cardiaque durant un exercice soutenu. Contrairement à beaucoup d'autres sports, dans la course à pied, la sollicitation est permanente. Il n'y a pas de période de récupération. Le ballon, on n'est pas à l'autre bout du terrain. On ne change pas de côté, on ne ramasse pas des balles. On est tout le temps à courir, à solliciter. Donc la particularité de la course à pied, c'est haute intensité et sans période de récupération. On attaque 14 km/h. Allez! Lorsque l'on court, le moteur cardiaque est poussé à son maximum, à 80, 85, 90, voire 95% de ses possibilités. Ce test permet de détecter une anomalie, d'éviter les accidents durant un entraînement ou une compétition. Tous les jours,
Il y a 3 personnes qui meurent en faisant du sport en France, des accidents cardiovasculaires, qui font une mort subite tous les jours, et 4 qui font un infarctus du myocarde. Et la course à pied génère plus d'accidents? Oui, la course à pied est un pourvoyeur important d'accidents. Oui. Vous pouvez vous arrêter, mettez les mains, voilà, position de sécurité. Selon le docteur Chevalier, les hommes devraient faire ce test tous les 2 ans, à partir de 40 ans, et les femmes après la ménopause. Au niveau santé, tout est parfait. Aucun trouble du rythme, rien du tout. Aucun signe d'artère qui ferait mal son travail, qui alimenterait mal une partie du muscle cardiaque. Donc c'est impeccable. 8 millions de coureurs en plus en 30 ans, assoiffés de défis, de dépassement de soi. Le phénomène running devient un enjeu de santé publique. Les organisateurs de courses doivent revoir leurs méthodes pour assurer la sécurité des participants. Est-ce que tu me reçois? À l'arrière de la moto, le docteur Patrick Basset. Mike 4. Il co-dirige une entreprise qui assure la logistique médicale du marathon de Paris. Donc on va au PK 40. Tu veux que je nous géolocalise? Il est en route pour une intervention d'urgence au 40e kilomètre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien, on est là. N'ayez pas peur, je vais prendre la température, regardez. Tout va bien. Il faisait froid au départ, chaud à l'arrivée, météo difficile pour les 41 000 coureurs. Les malaises se multiplient. Patient désorienté, agité, confus, mais avec une respiration spontanée qui nécessite une surveillance en PAM impérative. Le PAM, c'est une tente médicalisée. Ce patient y sera examiné, soigné, pour éviter de l'envoyer inutilement à l'hôpital. Le nombre de participants au marathon de Paris a doublé en 15 ans. Dans ce poste de contrôle, le docteur supervise les soins de la Croix-Rouge et de la protection civile. Je vais te les dire, 12,6 de tension, 82 de fréquence cardiaque. Patrick Basset a une obsession, soigner un maximum de monde sur place. Les services d'accueil des urgences sont débordés et donc si on déstabilise ce maillage sanitaire au travers d'un afflux de patients, même infime, demain le préfet peut dire votre événement n'a pas lieu. 600 secouristes, 27 ambulances, mais parfois ça ne suffit pas. Sous la tente de la Croix-Rouge, Eric, 55 ans, arrive sur un brancard. Il vient tout juste de reprendre connaissance. J'ai reçu ma médaille, mon t-shirt, je me suis assis, mon épouse m'attendait, était arrivée la première, donc puis j'ai eu un étourdissement, j'avais chaud, il faisait très chaud, j'ai mangé un morceau d'orange, j'ai pris un verre d'eau, je me suis assis sur un morceau de table parce que j'avais la tête qui tournait, et puis après je me suis souvenu de rien, donc je suis tombé. Ouais, apparemment vous avez fait pas votre cœur, en fait vous respiriez pas, enfin vous avez fait comme une pause respiratoire. Pendant 20 secondes, Eric s'est arrêté de respirer. Bon bah très bien. Écoutez, on va vous faire un électrocardiogramme. Les tentes sont équipées de matériel pour détecter des anomalies cardiaques. En effet, son cœur mérite un examen approfondi. Le fait que vous ayez fait une perte de conscience tout à l'heure pourrait correspondre à un trouble du rythme cardiaque. Okay. Voilà. Même si là, à l'heure qu'il est, il n'y a pas de signe de gravité, la prudence serait de vous envoyer à l'hôpital pour voir un cardiologue. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on vous prévoit l'ambulance, on vous organise tout. Comme 7 autres coureurs, Eric terminera son marathon à l'hôpital. Je ne sais pas si je vais faire un deuxième marathon. Je ferai peut-être un semi-marathon qui va peut-être me rassurer. Et voilà, ça ne m'arrêtera pas. Qu'Eric se rassure, il existe beaucoup de nouvelles manières de courir. Il trouvera peut-être son bonheur dans les trails, en pleine nature, moins épuisant pour le cœur. Gwenaël va en faire plusieurs cette année. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Françoise. Alors comme vous le dites à la fin de votre reportage, les courses traditionnelles, est-ce que c'est vraiment bon pour la santé? C'est la question que j'ai posée à un médecin, parce qu'on voit beaucoup de coureurs qui souffrent. Et alors le docteur en question était un petit peu gêné sur cette question, parce que à haute dose, comme certains le pratiquent, la course à pied, ça peut être très violent et susciter beaucoup de douleurs et des difficultés au niveau des articulations à long terme. Mais quand on regarde d'une manière globale, la course à pied, comme le sport,
c'est bon pour la santé, c'est bon pour le cœur, c'est bon, ça permet de contribuer aussi à un meilleur vieillissement, ça réduit le risque de diabète, parfois de cancer. Et donc ce docteur me disait, dans 10 ans, ils vont venir nous voir, ils auront probablement mal partout, il faudra qu'on leur trouve un sport plus doux pour eux. Alors, ceux qui veulent participer ou tout simplement ceux qui veulent courir, peuvent s'inscrire à une multitude de courses, de marathons, de semi-marathons. Vous en dénombrez 7000 chaque année en France. Alors, est-ce que ça répond juste à une demande ? Ça répond à une demande qui est de plus en plus forte, mais il y a aussi des entreprises qui se sont lancées sur ce marché et qui suscitent cette demande en imaginant toujours plus de courses, parfois très longues, plus de 100 km, parfois très courtes, 2-3 km pour les débutants. Ces entreprises, ce sont des industriels de l'événement sportif grand public. Le premier d'entre eux, c'est ASO, Amaury Sport Organisation, qui organise des courses qui n'ont rien à voir avec la course à pied. Par exemple, le Dakar pour les 4x4, le Tour de France pour les vélos. Et depuis quelques années, ils se sont lancés donc dans cette industrie de la course à pied avec, par exemple, le marathon de Marseille, de Lyon, de Reims ou alors de Paris, pour le plus gros, le plus connu d'entre eux, qui drainent des milliers et des milliers de coureurs. Alors évidemment, ils gagnent de l'argent en vendant les dossards, les inscriptions, mais aussi en vendant de l'espace publicitaire, comme sur la caravane du Tour de France. Vous avez des sponsors qui payent des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'euros pour apparaître, parfois distribuer des tracts, des prospectus ou des échantillons. C'est très professionnel. C'est très très professionnel et justement ça répond à cet engouement et à cette masse de coureurs qui se présentent sur la ligne de départ, et des petits organisateurs, des amateurs me disaient, dans les années qui viennent, vu le monde qui se presse sur les lignes de départ, on ne pourra plus gérer, on devra faire appel à ces industriels. Merci beaucoup Guillaume pour toutes ces informations. C'est la fin de cette émission.